Comment s'est passée votre année 2018? Pour la plupart d'entre nous, on en a une idée assez vague. Ouais, il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché, on n'y pense plus, on passe à la suite. Le problème, c'est que si vous ne faites pas l'effort de tirer le bilan de votre année, votre cerveau va se souvenir de ce dont il a envie de se souvenir. Surtout si les choses ne sont pas aussi bien passées que vous l'auriez espéré. Du coup, on a tendance à oublier nos erreurs et on finit par se demander mais pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de résultats? Pourquoi est-ce que cette personne explose alors que moi je continue à galérer? Dans cette vidéo, je vous propose de faire un truc douloureux. On va retirer nos lunettes roses et on va regarder notre année de manière objective. Je vais commencer. Je vais vous dire ce que j'avais prévu de faire l'année dernière, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, quelles ont été mes erreurs et ce que j'ai appris. C'est parti. J'avais fixé 4 objectifs pour l'année 2018. Le premier objectif était d'atteindre un certain niveau de revenus mensuels. C'était un objectif financier agressif qui me demandait de multiplier mon chiffre d'affaires par 2,5 par rapport à l'année précédente. Cette année, Marketing Mania a pulvérisé cet objectif en atteignant x 3,5 sur le chiffre de l'année précédente. Je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo d'où est venue cette croissance en termes financiers. Et si vous vous demandez pourquoi je ne vous donne pas les chiffres exacts à ce sujet, c'est aussi quelque chose que je vous expliquais un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Objectif numéro 2, écrire et publier un livre reconnu comme un classique indispensable de la vente et de la persuasion avec 500 évaluations sur Amazon. J'ai toujours voulu écrire un livre. Par exemple, ma conférence sur le format TED s'ouvrait comme ça. Quand j'étais gamin, je voulais devenir écrivain. En début d'année dernière, je cherchais un nouveau défi créatif et je me suis dit que c'était le bon moment pour écrire un livre. Par rapport à mon thème de l'épisode, de se concentrer sur les forces que tu peux avoir, c'est clair que j'ai identifié que ce qui marchait le mieux pour moi et là où j'étais le meilleur et ce qui me donnait les meilleurs résultats sur 2017, c'était clairement le contenu, la continuité logique. Si tu veux pousser ce truc à fond et être vraiment ambitieux, ce serait d'écrire un bouquin. Parce que c'est facile d'écrire. Fiction ou non-fiction? Non, d'écrire un bouquin non-fiction sur le marketing, etc. Ok. Parce que c'est assez facile, si tu veux d'écrire un bouquin, je pourrais, tu vois, j'ai l'habitude d'écrire, je pourrais écrire un bouquin assez rapidement. En anglais ou en français? En français, juste là sur la continuité de Marketing Mania, tu vois, okay. Qui pourrait d'ailleurs marcher à international au futur si je le fais assez bien. Mais tu vois, n'importe qui peut créer un bouquin et j'ai écrit déjà beaucoup de trucs. Mais ce que je voudrais faire, c'est aller un peu plus loin, tu vois, faire vraiment quelque chose qui pourrait apporter de la valeur, pas juste voilà un bouquin écrit en 2 temps 3 mouvements, ce qui veut dire vraiment un gros investissement en termes de temps pour synthétiser les idées, c'est de trouver un angle vraiment unique, essayer de raconter un truc vraiment nouveau avec une grosse ambition. L'idée de mesurer le succès sur les évaluations Amazon plutôt que sur les ventes était que je voulais écrire un livre qui puisse devenir un vrai classique et soit encore lu dans 10 ans. Et les évaluations seraient un meilleur indicateur de la qualité et de la pérennité du livre que les ventes qui peuvent être gonflées au lancement et puis retomber. Et je suis heureux d'annoncer que je n'ai pas écrit une seule ligne du livre. Au final, j'ai investi une grande partie de mon énergie créative cette année dans la création de formations et je vous en parle un peu plus tard. Je n'ai quand même pas chômé pendant ce temps. J'ai pris contact avec plusieurs auteurs de best-sellers pour mieux comprendre le marché de l'édition et comment promouvoir un livre. Écoutez par exemple mes podcasts avec Olivier Roland et Fabien Olicard qui regorgent de valeur là-dessus. D'ailleurs, dans l'épisode avec Fabien Olicard, je lui ai demandé quelle était sa plus grande fierté et il m'a dit ça. La plus grosse émotion, c'est quand mon premier livre est sorti. Par contre, il y avait un espèce de côté, j'ai beaucoup lu tout au long de ma vie, j'ai beaucoup appris à travers les livres. Et d'avoir un vrai livre chez un vrai éditeur qui sortait, il y a eu un côté ah ouais, j'aurais fait ça. Combien même il y en a 10 qui se vendent, je l'ai fait un jour, quoi. Plus concrètement, je suis aussi rentré en contact avec un éditeur qui va normalement publier le livre et j'ai écrit un plan complet de l'ouvrage. Du coup, il y a du progrès dans la bonne direction, mais on est très loin d'un livre lancé. Je dirais que sur ce point-là, j'ai atteint 10% de mon objectif au mieux. Troisième objectif, investir une certaine somme en dehors de mon entreprise. Cet objectif-là est franchement plutôt ennuyeux dans le cadre de cette vidéo, puisqu'il s'agissait surtout pour moi de faire de la recherche sur les bons placements et de gérer toute la paperasse qui va avec. Ma philosophie en matière d'investissement est simple. J'ai pas envie de me prendre pour un génie de la finance et j'ai pas envie d'y passer des heures. J'ai donc choisi une stratégie très simple et totalement passive. Je vous explique mon raisonnement sur ce point, les livres qui m'ont inspiré, dans une autre vidéo. Cet objectif-là a été accompli sans trop de problèmes. Objectif numéro 4, déménager en Thaïlande. J'ai déménagé depuis le Vietnam, donc ça n'était pas trop loin, mais ça va quand même demander du temps au 2e trimestre, notamment pour gérer la question de l'administratif, les visas, les comptes en banque, etc.
Cet objectif-là a aussi été accompli. Alors qu'en est-il du bilan général de l'année? Sur 4 objectifs, j'ai explosé mes objectifs financiers, j'ai été largement en dessous sur le livre et mes 2 autres objectifs ont été accomplis. Il y a aussi eu plein d'autres progrès inattendus dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Du coup, je vais m'auto-décerner un solide 8 sur 10 pour l'année 2018. Je suis vraiment satisfait des progrès qu'on a eus. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner les chiffres exacts de mes revenus. C'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi car je sais qu'étaler mes revenus attirerait pas mal d'attention. Par contre, je ne suis pas sûr que ça soit l'attention des bonnes personnes. Et du coup, je vous avais demandé dans une vidéo précédente à vous, mes abonnés, de me donner votre avis là-dessus. Et la plupart d'entre vous préfériez que je fasse sans annoncer publiquement mes revenus. De mon point de vue, il y a plusieurs avantages à ne pas annoncer ces chiffres. Et le premier, c'est de me différencier des vendeurs de rêves. Honnêtement, si personne ne parlait de ses revenus, je pense que je le ferais et que la transparence aiderait fortement avec mon positionnement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir YouTube sans avoir un millionnaire du web qui vous balance son screenshot Stripe à la figure. Une fois sur deux, le screenshot est photoshopé, ou alors il s'agit du compte de quelqu'un d'autre. Bien souvent, on essaye de créer une confusion dans votre esprit entre le chiffre d'affaires et le revenu personnel de l'entrepreneur en omettant le coût de marchandises et le coût des publicités. Du coup, c'est une tactique qui est devenue assez sale et qui a acquis une mauvaise réputation. Et en partageant mes revenus, je me dis qu'au lieu de promouvoir la transparence, je serai directement fiché comme un vendeur de rêves parmi tant d'autres. Deuxième raison, je veux éviter la course à qui a la plus grosse. Je suis quelqu'un de très compétitif et au fond de moi, je suis quelqu'un d'orgueilleux. Je me compare beaucoup sur les chiffres par rapport aux autres et je sais que c'est un des aspects les plus toxiques de ma personnalité. Je sais à tout moment combien d'abonnés ont mes principaux concurrents et quelle avance ou retard j'ai sur eux. Maintenant, ajoutez à ça le fait que mon chiffre d'affaires soit public, j'ai peur que la pression psychologique devienne corrosive. Je sentirai la pulsion de faire grossir ce chiffre à tout prix en sacrifiant le bien-être de mes clients et la santé de long terme de mon entreprise. Par contre, tant que j'annonce pas mon chiffre d'affaires, ça me définit pas publiquement, donc mon ego n'est pas vraiment impliqué. Quand les gens pensent à Marketing Mania, ils pensent à mon contenu, pas à mes chiffres. Et ça me va très bien comme ça. Raison numéro 3, éviter les fausses promesses. Je vends des formations de marketing. Du coup, si j'annonce des gros chiffres d'affaires et qu'ensuite je vous propose d'acheter ma formation, même si je ne le dis pas ouvertement, il y a une implication très forte que si vous achetez ma formation, vous allez faire mes chiffres. Et ça, c'est un problème. D'abord parce que ça m'a pris 5 ans d'en arriver là où je suis. Ensuite parce que chacun a des talents, une force de travail et des opportunités qui lui sont propres. Je rejette l'idée que mon rôle sur cette chaîne est de vous rendre riche. Mon rôle, c'est de vous enseigner ces compétences de marketing qui sont précieuses et de vous accompagner en vous donnant du feedback, en répondant à vos questions et en vous aidant dès que vous êtes bloqué. Si vous rejoignez une de mes formations, je veux que ce soit parce que vous pensez que je suis un formateur compétent qui peut vous enseigner efficacement les compétences qui sont indispensables pour réussir votre business. Je veux pas que ça soit parce que mes propres chiffres sont impressionnants. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai fixé 4 grands objectifs pour 2018. J'ai pu en accomplir 3 et faire des bons progrès sur le 4e. Mon conseil, c'est de fixer moins d'objectifs que vous ne pensez pouvoir accomplir. Sur une année, ça peut vouloir dire 2 à 4 objectifs maximum. Et je sais que ça peut sembler peu pour une année entière, mais ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous allez être forcé de réfléchir de manière stratégique à vos priorités. Dans mon cas, j'avais fixé comme premier objectif de plus que doubler mon chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que je ne peux me concentrer que sur des projets qui vont avoir un impact significatif. Par exemple, on me propose régulièrement des projets de consulting très rémunérateurs. Le problème, c'est que si je voulais doubler mon chiffre d'affaires avec le consulting, il faudrait que je monte autour de moi une agence complète qui soit capable de gérer des dizaines de clients. Et donc, même si c'est tentant d'accepter un projet de consulting par-ci par-là, une fois que je compare ça avec mon objectif, je me dis que ça n'en vaut pas le coup. Un projet de consulting, même bien payé à la journée, a des chances de rajouter moins de 5% au total à mon chiffre d'affaires, ce qui n'en vaut pas la distraction au vu de mon objectif général. À la place, je me suis concentré uniquement sur ce qui avait le potentiel de tripler mon entreprise, en l'occurrence la chaîne YouTube où mon audience a plus que doublé, et mes formations. Par le passé, j'ai fait des grosses erreurs dans ce domaine. Par exemple, en 2016, mes objectifs de l'année ressemblaient plus à une liste de mes valeurs personnelles qu'à une vraie vision stratégique. Pour prendre un seul exemple, en 2016, j'avais décidé de renforcer mon optionnalité en investissant dans un réseau étendu, puissant et profond et une marque personnelle forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment savoir si j'ai accompli ce but ou non? C'est beaucoup trop vague. Et le pire, c'est qu'il y avait 3 pages comme ça qui couvraient le business, les relations personnelles et la santé. Le résultat de ça, c'est que j'ai erré dans mon business dans toute la première partie de l'année 2016. J'avais mis sur le papier mes valeurs et ma philosophie. C'était un très bon départ, mais j'avais pas réussi à faire l'étape suivante qui était de transformer ces valeurs et cette philosophie en une stratégie concrète avec des projets qui puissent être mis en action. Ce n'est que dans la seconde partie de l'année 2016 que j'ai pu transformer ces valeurs générales en une vision concrète. Par exemple, mon idée
décidé d'investir dans une marque personnelle forte a donné naissance à cette chaîne YouTube mi-2016. L'année suivante, en 2017, j'ai surcompensé avec un objectif unique, chiffré, un objectif de chiffre d'affaires. Et en me concentrant à fond sur ce seul objectif, j'ai pu l'accomplir. La leçon que j'en tire, c'est qu'il vaut mieux avoir moins d'objectifs que trop. 2 à 4 objectifs par an me semble un bon équilibre, mais si vous avez du mal à vous concentrer, avoir un seul objectif a une pureté qui est séduisante et qui peut être extrêmement efficace. Les objectifs de l'année sont indispensables pour avoir une vision générale, mais ils vous laissent beaucoup de flexibilité dans la manière dont vous allez les atteindre. Par exemple, mon objectif principal était d'augmenter mes ventes, mais j'aurais pu traduire ça par faire plus de lancements, créer de nouvelles formations, acquérir plus de prospects sur YouTube, faire de l'affiliation, faire de l'acquisition de trafic payant. Au final, j'ai utilisé un mix de tout ça sur l'année, mais j'ai ajusté l'importance des différents facteurs au fur et à mesure selon les résultats que j'arrivais à obtenir. L'outil qui me permet de faire ces ajustements, c'est mon plan de 90 jours. Le plan de 90 jours est très précis sur les projets à accomplir en priorité dans le trimestre. Au bout de 3 mois, j'évalue mes succès et mes échecs, un peu comme je le fais dans cette vidéo, et j'adapte mes actions sur le prochain plan de 90. Ensuite, je fais chaque lundi un plan pour la semaine à venir, puis un plan quotidien avec les tâches de la journée. Ça me donne une hiérarchie très satisfaisante. Je regarde ma vision de long terme et mes valeurs pour établir mes objectifs de l'année. Je regarde mes objectifs de l'année pour établir mon plan de 90 jours. Je regarde mon plan de 90 jours pour établir mon plan de la semaine, et finalement je regarde mon plan de la semaine pour choisir mes tâches quotidiennes. Le but de ce modèle, c'est que chaque tâche quotidienne soit directement connectée à mes objectifs de long terme, ce qui m'aide à rester motivé et à travailler sur les bonnes choses chaque jour. Si vous voulez en apprendre plus sur cette manière de vous organiser, j'ai créé une formation gratuite sur le sujet que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien qui se trouve en haut de la description. Donc si je veux comprendre ce qui s'est réellement passé cette année, il faut que je creuse dans mes plans de 90 jours. Mon premier objectif du premier trimestre, c'était de réaliser un certain chiffre d'affaires. Cet objectif était bien sûr directement dérivé de mon objectif de l'année. Je savais que si je voulais faire x 2,5 sur l'année, il fallait que je fasse plus 29% au premier trimestre. Heureusement, début janvier, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Le Système et qui a cartonné avec une valeur par prospect qui a explosé tout ce que j'avais pu prédire et tout ce que j'avais vu auparavant. Du coup, j'ai atteint en 17 jours mon objectif pour le trimestre entier, ce qui m'a rempli d'un grand optimisme d'entrée de jeu. De l'autre côté, ça m'a fait douter de la pertinence de mon objectif. Je me suis demandé si je l'avais pas fixé trop bas et s'il fallait pas encore viser beaucoup plus haut. Deuxième objectif pour le premier trimestre, créer 13 vidéos YouTube, c'est-à-dire une par semaine. J'ai fini par ne créer que 6 vidéos sur le premier trimestre, notamment parce que mon lancement du début d'année a changé mon calcul sur les priorités. Heureusement, 2 de ces vidéos ont fini par être des blockbusters, c'est-à-dire ma vidéo sur Emmanuel Friedenreich et celle sur Better Call Saul. Troisième objectif pour le premier trimestre, enregistrer 6 épisodes du podcast Marketing Mania, c'est-à-dire un épisode toutes les 2 semaines. J'ai fini par en enregistrer 5, donc un peu en dessous de mon objectif. Objectif numéro 4 pour le premier trimestre, écrire le plan complet du livre. Sur cet aspect-là, 0 pointé. Je n'ai absolument rien fait sur mon livre au premier trimestre, ce qui m'a rappelé que mettre un projet aussi important et aussi difficile en numéro 4 de mes priorités était peut-être pas le plus malin. Cinquième et dernier objectif pour le premier trimestre, boucler AdsCopilot. AdsCopilot, c'était un projet de logiciel que j'avais lancé avec des associés l'année précédente. Au premier trimestre, j'ai réalisé que le projet avait un certain nombre de problèmes et que je n'étais pas forcément le mieux placé pour les résoudre. Et donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre pour prendre ma place sur ce projet. Et ça n'a pas marché. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je n'ai parlé plus en détail à la minute 39 dans mon épisode FAQ sur la chaîne podcast. Je vous mets le lien direct vers l'extrait dans la description. Quel est donc le bilan du premier trimestre? Suite à mon lancement de janvier, j'ai passé énormément de temps à répondre à des questions et à gérer mon programme d'accompagnement. C'était un bon problème à avoir, bien sûr, parce que j'avais fait rentrer une tonne de nouveaux clients, mais ça m'a fait aussi comprendre que j'allais avoir besoin d'aide si je voulais continuer à développer l'entreprise. C'est suite à ça que j'ai recruté Paul pour travailler avec moi, ce qui a été de loin une des meilleures décisions de l'année, mais comme Paul mérite sa propre section, on va reparler de lui un peu plus tard. J'aurais voulu faire plus de vidéos sur le premier trimestre, mais comme celles que j'ai faites ont cartonné, je suis satisfait de la croissance de la chaîne. J'ai aussi accompli un objectif majeur de l'année en déménageant à Bangkok et en gérant tout l'administratif qui venait avec ce changement. Donc globalement, je vais me donner un 7 sur 10 pour le trimestre 1, avec un gros pouce rouge pour avoir cru que j'allais pouvoir avancer sur le livre sans en faire une vraie priorité. Premier objectif du deuxième trimestre, lancer la méthode des 90 jours qui est ma formation sur la productivité.
Ça a été fait. Deuxième objectif du deuxième trimestre, créer la méthode des 90 jours. À ne pas confondre avec le premier objectif qui était le lancement et qui couvre surtout les aspects marketing. Ici, on parle bien de créer l'ensemble de la formation, ce qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu avec plus de 100 heures de travail et quasiment tout mon temps créatif sur le trimestre. Mais ça a été fait. Troisième objectif pour le deuxième trimestre, relancer le système, ma formation qui avait cartonné en janvier. C'est un objectif qui a fini par être repoussé d'un mois et la formation a été relancée en juillet. Au final, c'est préférable puisque ça me permet de rouvrir les inscriptions pile tous les 6 mois, en janvier et en juillet. Objectif numéro 4, créer 8 vidéos et 6 podcasts. Donc j'ai accompli une vidéo YouTube, 0 podcast. Là, on entre dans mon erreur majeure du trimestre qui a été de radicalement sous-estimer le temps nécessaire à la création de ma formation sur les plans de 90 jours. Au départ, j'avais en tête une formation simple qui présentait la méthode des 90 jours et vous donnait quelques exemples. Mais j'ai fait un sondage et j'ai fait une prévente et en creusant dans vos besoins, j'ai réalisé que vos problèmes allaient beaucoup plus profond que ça et que j'allais devoir revoir à la hausse l'ampleur du projet. Du coup, la formation a pris plus de temps à créer entre les recherches, trouver mes sources, tout écrire, tout enregistrer. Je n'ai aucun regret là-dessus puisque la formation s'est très bien vendue, reçoit de super retours et c'est au final l'expression parfaite de la flexibilité que vous avez avec un plan de 90 jours. Par contre, ça veut dire que j'ai passé à la trappe tous mes autres objectifs du trimestre, les vidéos, les podcasts et mon 5e objectif du deuxième trimestre, lancer la formation freelance et créer son premier module. Assez rapidement, il a été clair que la formation freelance n'allait pas sortir au deuxième trimestre. Elle n'est finalement sortie qu'au mois de novembre. Je vous en reparle plus tard. 6e objectif, le plus passionnant, j'avais de l'administratif en Thaïlande à gérer. Je passe dessus parce que ça n'a absolument aucun intérêt pour vous. Il faut juste savoir que des choses comme ça, il faut les prévoir et ça m'a pris quand même du temps sur ce deuxième trimestre. Quel est donc le bilan de ce deuxième trimestre? On commence par une grosse sous-estimation de l'emploi du travail sur ma formation sur la méthode des 90 jours. Heureusement, j'ai bien réagi à cet imprévu en éliminant tous les projets moins prioritaires et en concentrant toute mon énergie sur la formation pour être sûr qu'elle sorte en temps et en heure pour les gens qui avaient participé à la prévente. Je me donne donc une note solide de 8 sur 10 pour le deuxième trimestre pour avoir gardé ma concentration sur ce qui allait être le plus important sur le long terme, même si ça veut dire que sur le court terme, je devais ignorer certaines choses. Premier objectif du trimestre 3 était de lancer la formation freelance. Et devinez quoi? Elle n'a toujours pas été lancée. Par contre, cette fois-ci, j'ai bien avancé. À la fin du trimestre, j'avais réalisé la page de vente et les 4 premiers modules, ce qui aurait en temps normal été normal pour la sortir en pré-vente. Mais cette formation avait un format particulier pour moi parce que j'ai fait intervenir beaucoup d'experts extérieurs sur des sujets bien pointus. Ce qui veut dire que je devais faire avec leur calendrier et j'étais pas sûr de pouvoir tenir le rythme de publication si je la lançais avec trop peu d'avance sur les modules à publier. Ce qui fait que j'ai décidé de ne pas lancer la formation au 3e trimestre et de rater mon objectif. Objectif numéro 2 sur le 3e trimestre, créer 6 vidéos YouTube. Encore une fois, je n'en ai créé qu'une, étant beaucoup trop occupé avec la formation freelance. Objectif numéro 3 pour le 3e trimestre, enregistrer 6 épisodes du podcast. Et cette-ci, une fois n'est pas coutume, j'en ai enregistré 13. C'est l'effet Paul qui a repris les rênes de l'émission et s'est occupé de contacter les invités et de faire les recherches préliminaires. Pour moi, c'était miraculeux. Je voyais des rendez-vous pour enregistrer le podcast apparaître magiquement dans mon agenda et pour la première fois depuis 2016, le podcast s'est remis à publier un épisode chaque semaine sans rater 2 semaines. Merci Paul. 4e objectif du 3e trimestre, créer un process pour publier un extrait de podcast par jour sur YouTube. Le raisonnement stratégique ici, c'est de pallier au manque de vidéos YouTube pendant que je crée les formations, d'aider les abonnés de la chaîne YouTube à découvrir le podcast et de se positionner dans les résultats de recherche pour de nombreux mots-clés. Là encore, l'aide de Paul a été indispensable et le process est depuis solidement en place. Vous pouvez voir le résultat sur ma seconde chaîne YouTube qui publie quotidiennement une vidéo courte tirée des meilleurs moments de mon podcast. 5e objectif du 3e trimestre, développer Marketing Mania Insiders, qui est le forum privé qui est réservé à mes clients. Insiders a été lancé comme un test au trimestre 2 avec un accès qui était réservé à mes clients. Rapidement, on a commencé à voir des signes que ça leur apportait beaucoup de valeur, alors au 3e trimestre, Paul et moi y avons investi beaucoup de temps pour animer la communauté et créer du contenu exclusif. C'est une stratégie qui va encore continuer l'année prochaine parce que c'est une manière puissante d'à la fois aider nos clients et à la fois de différencier nos formations parce que très peu de gens sont capables de vous promettre ce niveau d'accompagnement et une communauté aussi engagée dans leur formation. 4e objectif pour le 3e trimestre, organiser un lancement de Copywriting Mania, ma formation sur l'écriture de pages de vente efficaces. Ça a été fait. 5e et dernier objectif pour le 3e trimestre, préparer l'écriture du livre. Les objectifs ici étaient d'avoir un contrat avec un éditeur,
de faire mes recherches sur la concurrence et d'écrire un plan complet. Tout ça a été accompli, faisant du troisième trimestre le seul où j'ai vraiment progressé sur le livre cette année. Si on fait donc un bilan du troisième trimestre, on commence avec un gros point négatif et c'est que je n'ai pas su prioriser correctement ma formation freelance pour la lancer ce trimestre-là. C'est quelque chose que j'avais pourtant été capable de faire le trimestre précédent avec la formation sur la productivité, mais cette fois-ci, j'ai souffert à la fois d'avoir trop de choses en parallèle que j'essayais de gérer et de n'avoir pas su bien juger quelle était la partie de la formation que je pouvais facilement déléguer et celle où j'allais devoir être personnellement impliqué, ce qui fait que j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu sur cette formation sur ce trimestre et le résultat, c'est qu'elle n'a pas été lancée alors que c'était mon objectif principal. Sur le positif, le podcast est très bien reparti, à la fois sur son flux principal et sur les extraits sur YouTube. Le forum Insiders s'est aussi bien développé pendant cette période et j'ai posé de bonnes fondations pour le livre. Je me donne donc une note passable pour le troisième trimestre de 6 sur 10. Peut mieux faire, manque de concentration. Bon, je triche un peu parce que j'enregistre cette vidéo fin novembre et donc le trimestre n'est pas tout à fait terminé. On va dire que globalement, les 2 semaines qui me restent avant de partir en avance sont très bien planifiées et que le gros du travail a déjà été fait. Mon premier objectif pour ce 4e trimestre était de préparer 4 lancements de produits. Il s'agit donc d'un lancement par mois en comptant le lancement de janvier 2019 qui doit être préparé à l'avance. En octobre, j'ai profité de passer la barrière des 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube pour faire un beau lancement du Déclic, ma formation qui vous aide à construire votre audience. En novembre, ma formation freelance s'est finalement lancée. C'est la formation la plus longue et la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et j'ai fait intervenir plusieurs experts pour des masterclass sur des sujets très pointus comme la prospection LinkedIn ou les propositions commerciales. Je peux vous dire que ça a été un grand soulagement d'y mettre enfin le point final et d'avoir les retours clients parce que c'était un projet qui a quand même été sur ma to-do list depuis le 2e trimestre. En décembre, je vais rouvrir les portes de la méthode des 90 jours, la formation sur la productivité que j'ai créée au 2e trimestre. Je me suis dit que c'était le bon moment pour rejoindre cette formation avec la nouvelle année qui approche. Si ça vous intéresse, il y a un lien vers la partie gratuite de la formation en haut de la description. Finalement, il me reste encore une grosse semaine pour préparer le lancement de ma formation Le Système qui a lieu 2 fois par an et bien sûr qui a lieu début janvier. Ça inclut toutes mes formations, l'accès au forum Insiders et 12 mois d'accompagnement personnalisé. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma liste email quelque part ou suivez la chaîne, il y aura une annonce début janvier. Deuxième objectif du 4e trimestre, écrire 50% du livre, soit 30 000 mots. Cet objectif a été revu à la baisse en cours de trimestre vers écrire et soumettre le premier chapitre à l'éditeur. J'ai prévu de me bloquer 4 semaines en mode moine pour être capable de sortir mes 30 000 mots, mais au final, entre le travail sur la formation freelance, encore elle, la création des différents lancements et les vacances que je prends fin décembre, je n'ai pu me trouver qu'une semaine pour bosser là-dessus, ce qui correspond à peu près à un chapitre. Objectif numéro 3 pour le 4e trimestre, publier un podcast par semaine. Celui-ci a été accompli. On a loupé une semaine pour des questions de calendrier, mais globalement, le podcast est bien régulier. 4e objectif du 4e trimestre, publier 5 vidéos sur YouTube. La vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder sera la 4e et probablement la dernière pour ce trimestre. Je suis donc un peu en dessous de mon objectif sur ce point. Objectif numéro 5, administratif, divers et variés. Ça a été accompli avec cette fois-ci un minimum de difficulté. On termine donc par un bilan du 4e trimestre, sauf cas de force majeure, j'aurai planifié et accompli tous les lancements que j'avais prévus, ce qui était quand même un gros projet. Il me manquera finalement seulement une vidéo YouTube et un podcast pour avoir tout fait sur la partie contenu. Par contre, une nouvelle fois, le livre a souffert de ne pas être numéro 1 de mes priorités et j'ai dû clairement revoir mes objectifs à la baisse à la fois sur le trimestre et sur l'année complète. Comme l'essentiel a été fait avec une bonne efficacité, je me donne un solide 7,5 sur 10 pour ce trimestre. Leçon numéro 1, identifier les leviers stratégiques et ignorer tout le reste. Ceux d'entre vous qui sont experts en maths ont remarqué que la note de mon année est bien au-dessus de la moyenne de mes trimestres. Pour l'année, je me suis donné 8,5 sur 10, alors que mes trimestres ont respectivement 7, 8, 6 et 7,5, ce qui fait une moyenne totale de seulement 7,1. Je vous rassure tout de suite que ce n'est pas une erreur de calcul de ma part. Au contraire, c'est un avantage majeur de la méthode des plans de 90 jours. L'idée ici, c'est que tant que vous restez concentré sur vos priorités, il y a un effet de levier qui est énorme et vous n'avez pas besoin d'être parfait au quotidien dans votre implémentation pour avoir des résultats spectaculaires. De cette manière, quand on regarde l'ensemble des résultats de votre stratégie, c'est beaucoup plus que l'addition de vos petites actions une par une. Dans mon cas, l'objectif le plus compliqué à atteindre cette année était de multiplier mon chiffre d'affaires par 2,5. Pour ça, je me suis concentré sur 2 leviers majeurs et j'ai presque rien fait d'autre dans toute l'année.
Premièrement, j'ai plus que doublé mon audience sur YouTube en ajoutant plus de 89 000 abonnés et sur le podcast qui a réalisé 330 000 écoutes contre seulement 142 l'année précédente. J'ai aussi plus que doublé mon offre de produits en passant de 2 offres majeures à 6 quand on compte Insiders. Mathématiquement, si je double mon audience et je double mon nombre de produits, je devrais multiplier mon chiffre d'affaires par 4. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. L'idée, c'est que tant que je reste concentré sur ces 2 leviers majeurs, le reste n'a pas trop d'importance, comme ma fréquence de publication ou le fait que certaines formations ont pris plusieurs mois à être créées. En revanche, j'aurais facilement pu détruire mes chances d'accomplir cet objectif en me laissant distraire par des tâches qui ne contribuent pas directement à un de ces 2 leviers multiplicateurs. Par exemple, j'aurais pu prendre l'argent facile qu'on me propose en consulting. Ou alors j'aurais pu perdre du temps dans des stratégies où je ne suis pas le meilleur et qui ne peuvent pas exploser mon business, comme poster sur Instagram ou monter un réseau d'affiliation. C'est pour ça qu'il faut éviter le fameux syndrome de l'objet brillant, auquel on est tous susceptibles, notamment quand on consomme du contenu sur Internet, où tout le monde est en train de nous présenter la nouvelle technique miracle, que ce soit la pub Facebook, les webinaires. Le meilleur remède que j'ai pu trouver à ce syndrome de l'objet brillant, c'est de ne pas prendre les décisions dans l'émotion, mais de tout noter pour plus tard et de prendre les décisions une fois tous les 90 jours à l'esprit reposé. Et d'évaluer ces idées à froid lors de votre prochain plan de 90 jours. Demandez-vous si cette idée contribue à votre stratégie générale et à votre objectif de l'année. Si oui, mettez le maximum de ressources dessus, sinon, éliminez-la complètement. Leçon numéro 2, apprenez à déléguer. Cette année, j'ai eu beaucoup de succès avec la délégation et j'ai aussi eu pas mal de galères. 2018 a clairement été une année de transition sur ce point, puisque j'ai engagé mon premier employé à plein temps, Paul. Paul a été la force derrière la meilleure innovation de l'année, le forum privé Insiders. C'est lui qui a géré la migration de notre groupe Facebook vers le forum privé. Il supervise la création de contenu exclusif, que ce soit le live de questions-réponses mensuelles, les études de cas sur les sites des membres ou le contenu du derrière des coulisses de Marketing Mania. En plus, il gère la mise en place des groupes mastermind entre les membres des formations, ce qui apporte énormément de valeur pour les gens, mais que j'aurais jamais eu le temps de faire tout seul. En parallèle, il a aussi pris la main sur tout un tas de tâches un peu plus techniques dans la création de formations et la mise en place de tunnels de vente, ce qui m'a permis d'avancer plus vite. Au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé par mieux comprendre ses forces et ce que je pouvais lui demander ou non, notamment parce que je ne veux pas le disperser de sa concentration sur la communauté, ce que j'ai failli faire par moment. Ça a renforcé dans ma tête l'idée que le management, c'est une compétence, et que je ne suis pas encore très bon sur ce côté-là. J'ai surtout remarqué dans mes tentatives de collaborer avec des gens sur les vidéos YouTube et sur les formations. Mon objectif était de déléguer une partie du processus, notamment les recherches, pour pouvoir produire plus vite. Jusqu'ici, ça n'a pas été un grand succès. Ma formation freelance a beaucoup bénéficié de l'intervention d'experts extérieurs au niveau de la qualité, mais au niveau du temps que ça m'a pris, c'était probablement encore plus de temps que si j'avais fait ça moi-même. D'où d'un côté, j'ai eu des vrais succès avec la délégation, et de l'autre, j'ai pas réussi à faire ça aussi bien que je l'aurais voulu. J'apprends au fur et à mesure ce que je peux déléguer, comment former les gens et ce qui marche ou pas. Par exemple, une leçon claire de l'année 2018, c'est que sur des projets aussi complexes que ceux que je mets en place sur Marketing Mania, c'est un gros positif si tout le monde travaille dessus à plein temps. Parce que sinon, les délais ont vite fait de s'allonger. J'ai réalisé que beaucoup de contenu sur Internet avait une approche extrêmement simpliste de la délégation. On nous dit d'engager un assistant virtuel dans notre pays, de lui dire quoi faire et de même plus y penser. En réalité, ça marche pour les tâches les plus basiques, mais les tâches les plus basiques, j'en ai vite fait le tour. Il me reste les tâches vraiment centrales et complexes, comme gérer la communauté et créer du contenu. Et ça me demande d'avoir un alignement beaucoup plus profond avec mon équipe, sur les valeurs et sur les objectifs. C'est pas facile, mais ça se cultive. Je n'ai pas encore finalisé mes objectifs exacts pour l'année prochaine, mais je sais déjà que je vais continuer sur ma lancée. Premier point, continuer à publier du contenu de haute qualité sur YouTube et sur le podcast. Ma stratégie de privilégier la qualité à la quantité continue à payer. Au moment où je prépare cette vidéo, je n'ai publié que 13 vidéos sur les 12 derniers mois, mais la chaîne a tout de même gagné plus de 90 000 abonnés. Ensuite, je veux développer encore plus Marketing Mania Insiders, le forum privé. Je crois de plus en plus que la différence dans le domaine de la formation en ligne va se faire sur la qualité de l'accompagnement et de la communauté qui va autour. N'importe qui peut vous vendre un pack de vidéos et vous promettre monts et merveilles. Mais qui peut vous montrer une communauté avec des centaines d'entrepreneurs qui partagent vos valeurs? Qui vous donne des réponses en profondeur à toutes vos questions et des feedbacks sur votre site web? Je crois que l'accompagnement et la communauté, c'est déjà un avantage compétitif majeur pour Marketing Mania et que si on continue à construire ça d'ici 1 an, ça deviendra très compliqué pour un concurrent d'essayer de nous rattraper sur ce point parce qu'une communauté, ça ne se construit pas en un jour. Point suivant, écrire et publier un best-seller parce que j'ai toujours très envie de le faire et j'y crois énormément. Ensuite, développer mon équipe, notamment sur la partie création de contenu et formation. Il y a aussi des choses que je vais faire moins que cette année, notamment je vais probablement lancer moins de formations parce que l'investissement en temps dans chaque formation est massif et me prend à chaque fois un trimestre complet si ce n'est plus. Et comme j'ai désormais un beau catalogue de formations, ça devrait me suffire à me porter pour au moins tripler mon chiffre d'affaires. À la place, je vais me concentrer sur la mise à jour des formations existantes et sur l'accompagnement et sur le contenu exclusif pour la communauté. Sans compter bien sûr le livre qui risque de prendre un bon bout de temps.
Finalement, il risque d'y avoir aucun projet annexe, même si c'est toujours tentant. J'ai plein d'idées complètement dingues de projets qui pourraient cartonner et exploser complètement le marché concurrentiel dans lequel je suis aujourd'hui. Mais l'équipe n'est pas encore extrêmement développée, je sais qu'il ne faut pas que je me disperse, j'ai des gros objectifs pour l'année 2019, donc beaucoup de ces projets un peu fantasmagoriques se retrouvent avec une petite étiquette qui dit 2020, point d'interrogation. Pour le moment, je reste donc sur les fondamentaux qui ont fait leurs preuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tout au long de la vidéo, j'ai parlé de ma fameuse méthode des 90 jours. À cette période de l'année, on pense tous à préparer 2019 et c'est donc le meilleur moment pour tester une nouvelle méthode de productivité. Le problème, c'est que la plupart des méthodes sont beaucoup trop lourdes et sont pas agréables à suivre. Et du coup, vous les abandonnez au bout de quelques semaines. Et si vous pouviez à la place suivre une méthode de productivité légère, simple à mettre en place et qui peut vous accompagner pendant des années. La méthode des 90 jours est spécialement pensée par et pour les entrepreneurs du web. Elle vous permet d'être flexible dans vos priorités, de vous concentrer sur ce qui compte le plus et d'éliminer les distractions et la procrastination. Je vous présente les bases de la méthode dans une formation vidéo de 7 jours 100% gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va se trouver en dessous de moi pour recevoir la formation directement dans votre boîte mail. À l'année prochaine.